elle aime le droit, elle est experte en droit et on parle des droits de la femme. Alors, qu'est-ce que cette journée déjà représente pour vous? Pour moi, Oui. personnellement, Personnellement, oui. ben, c'est un moment de faire une pause, Oui. de faire le bilan et puis de voir comment on continue de parler de droits des femmes et de droits de manière générale. Parce que forcément, tout ce qui est droit touche à la femme. Bien sûr. Vous parlez droit au quotidien, vous touchez à la femme et tout, à tout ce qui concerne la femme. On parle d'avancées depuis 47 ans maintenant. Est-ce que vous pensez que les choses ont quand même un peu évolué? Quand même, oui. Ça serait de mauvaise langue de dire que rien n'a changé. Quand même. Si je peux me mettre là et parler, c'est que quelque chose a changé. Donc, voilà. J'aime bien cette réponse. Je pense que cet entretien va être intéressant. Alors, que faut-il entendre par le droit des femmes en Côte d'Ivoire? C'est vrai qu'on fait beaucoup d'amalgames. Généralement, même lorsqu'on est le 8 mars, on offre des cadeaux. Bonne fête et tout. Bon, c'est pas l'anniversaire et tout. C'est la journée internationale des droits de la femme. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est sûr. Maintenant, plus de détails. D'accord. Donc, quand on parle de droits des femmes, de manière générale, d'abord, avant qu'on ne touche la situation de la Côte d'Ivoire, on va dire que ce sont des droits catégoriels. Okay. Donc, des droits catégoriels parce que c'est un ensemble de droits humains, donc des droits de l'homme, qui s'appliquent spécifiquement à la situation de la femme. Donc, ce sont des droits catégoriels, des droits auxquels tout le monde a droit, mais qui sont spécifiques à la femme. Et c'est pour ça qu'on va dire que ce sont des droits de la femme. Donc, on va parler de droit à la vie, droit à l'expression, bon, liberté d'expression, liberté de travail, droit de vote, tout ce ensemble. Droit à l'éducation. Évidemment, droit à l'éducation, le droit à la santé et tout ce qu'on connaît. Mais quand il s'agit de parler spécifiquement de ce qui concerne la femme, on va dire que ce sont les droits de la femme. En Côte d'Ivoire, évidemment, ça sera l'ensemble des règles juridiques qui ont été ratifiées d'abord et qui ont intégré notre ensemble, notre ordonnancement juridique, donc nos règles internes pour pouvoir justement contribuer à l'évolution de la femme au niveau juridique. Tout simplement. C'est comme ça qu'il faudrait comprendre cette célébration. On parle de Journée internationale des droits de la femme parce que la femme, elle a des droits. Bien sûr. Voilà. Elle a le droit d'aller à l'école. Bien sûr. Elle a le droit... Elle répond avec beaucoup de... C'est important. Elle a le droit d'aller à l'école. On voit généralement dans nos régions des femmes, des jeunes filles qu'on enlève à l'école, mettre à la cuisine. Et parce qu'à l'âge de 15 ans, 16 ans, on doit vite les marier. C'est tout ça qu'il faut régler. Bien sûr. Donc, tout cet ensemble-là fait partie justement de ce pourquoi on doit lutter. Et le 8 mars, donc la Journée internationale des droits de la femme, est là justement pour rappeler qu'on n'a pas encore atteint l'égalité totale qu'on cherche, en droit bien sûr. Donc, il faut continuer de lutter. Ces zones reculées dont vous parlez justement, ce sont ces zones-là qu'on doit maintenant atteindre et voir comment justement mettre les mesures en place pour que tout le monde puisse comprendre qu'au fond, ce n'est pas venir changer quelque chose qui était bien. Parce que si ces femmes-là, si ces jeunes filles-là sont formées, si elles ont accès à l'éducation, c'est sûr que demain, il n'y aura pas de, je ne vais pas dire de pauvres, mais de personnes forcément à secourir chaque fois. Mais elles pourront prendre de bonnes décisions pour notre société et ce qui sera bien pour la Côte d'Ivoire. Alors, on va toujours rester dans le domaine du droit. Hein. Vous êtes experte en droit et tout. On voit que dans le domaine du droit, du côté de la famille, la place de la femme a été plus ou moins revue. Est-ce qu'on peut se pencher là-dessus aussi? Parlant de droits de femmes, c'est aussi une avancée? Bien sûr. C'est surtout une très grande avancée parce qu'on est parti du fait qu'elle était considérée comme subsidiaire, c'est-à-dire elle venait en seconde position après l'homme dans le ménage, au fait qu'aujourd'hui, les deux gèrent ensemble le ménage. Donc, on est passé de la deuxième place à être ex-aequo. Merci pour le sourire, allons-y. On est ex-aequo maintenant. Donc, la qualité de chef de famille de l'homme a disparu avec la réforme de la loi sur le mariage en 2013 pour justement donner la place à co-gérer avec le mari le ménage. Ce que ça implique, c'est que les deux ensemble maintenant ont la direction du ménage. Ils prennent les décisions de concert, ou alors ils doivent avoir l'un et l'autre l'accord conjoint pour pouvoir justement prendre une décision dans l'intérêt de la famille. Parce que la famille, c'est ensemble que ça se forme. Ce sont des dispositions qui permettent, on va dire, au plus profond, hein, bien sûr, de ce sujet, de cette loi et de ce texte-là, pour permettre vraiment la collaboration et la communication entre les deux.
Et cette réforme-là a été achevée, et ça a atteint son summum, on va dire, avec la loi de 2019. Parce qu'avec la loi de 2013, on a juste instauré la cogestion. Avec la loi de 2019 et toutes les autres lois qui ont suivi, on n'est pas resté seulement sur le ménage. On est allé sur la question des droits parentaux, on est allé sur l'accès professionnel, on est allé sur la gestion du ménage, l'aspect financier, l'aspect patrimonial. Donc, du coup, aujourd'hui, l'homme et la femme, et surtout la femme, vu qu'on est en train de parler de la situation de la femme a accès à ses ressources financières de manière beaucoup plus libre. Donc, elle a le droit de disposer de ses ressources. Ce n'est pas qu'elle ne les avait pas, mais avec la loi sur le mariage, avant, il fallait d'abord attendre l'autorisation du chef de famille. Mais depuis qu'on est dans la question de la cogestion, les deux époux sont égaux. Du coup, pour pouvoir dépenser en griffe son argent ou disposer de son patrimoine, si elle est dans le régime de la communauté de biens, par exemple, autant le mari a besoin de son accord, autant la femme a besoin de l'accord du mari. Donc, il y a équilibre de la force, si on peut le dire ainsi. Permettez-moi de rester sur ce sujet. C'est tellement intéressant ce que vous êtes en train de dire. On parle donc de loi qui doit forcément s'appliquer. S'il n'y a pas application, c'est qu'il y a répression. Pas toujours. Okay. S'il n'y a pas application, c'est peut-être parce qu'il y a méconnaissance aussi. Okay. Si on n'applique pas quelque chose, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas l'appliquer, c'est peut-être parce qu'on ne le sait pas d'abord. Maintenant qu'on le sait et qu'on ne l'applique pas, dans ce cas-là, on sanctionne, il y a répression. Voilà. Par exemple, pour la situation qu'on vient de présenter, au niveau des actes de disposition. Donc, une femme qui décide de dépenser son argent comme elle veut, alors qu'elle est mariée sous le régime de la communauté de biens, son mari a le droit de contester ces actes de disposition-là, autant qu'elle aussi a le droit de contester les actes de disposition que son mari aura eu à faire. Donc, dans les deux cas, la répression sera la contestation de ce acte qui a été posé. Donc, ce n'est pas forcément une sanction pénale qui va venir, mais on réprime en annulant soit l'acte qui a été commis. Répression, quand on sera, par exemple, dans le cas des infractions pénales. Donc, il y a une loi en Côte d'Ivoire sur les mutilations génitales féminines. Voilà. Donc, la personne qui commet ce genre d'acte-là, évidemment, il y aura répression. Et dans ce cas-là, même en cas de méconnaissance, on n'est pas excusé. On ne pourra pas dire que la loi existe, je ne savais pas, parce qu'on est censé connaître. Nul n'est censé ignorer la loi. Tout simplement. Alors, nous sommes avec Mme Sandrine Adon. Avec elle, bien sûr, on parle de comment comprendre le droit des femmes. Alors, vous avez parlé d'égalité tout à l'heure. Merci d'avoir fait sortir ce mot, parce qu'il y a encore des amalgames sur, bien sûr, la bonne compréhension de ces sujets-là. Le droit des femmes n'est pas contre les hommes. C'est sûr. Oui. Le droit des femmes n'est pas contre les hommes. Parce que tout à l'heure, je le disais, ce sont des droits fondamentaux. Les droits des femmes sont des droits fondamentaux, donc ce sont des droits de l'homme, des droits humains. Autant les hommes ont droit à quelque chose qui existe déjà, c'est quelque chose qui est attaché à notre nature humaine. Donc ce n'est pas comme si on venait prendre la part des hommes. Oui, les femmes, justement, non, ce n'est pas le cas, contrairement à ce que les gens pensent. C'est juste parce qu'on vient récupérer ce qui revient de droit à la femme en tant qu'être humain. Donc, c'est un droit qui est attaché justement à la nature humaine de la femme autant que c'est attaché à la nature humaine de l'homme. Donc, en tant que droits fondamentaux, ce sont des droits auxquels chacune des deux parties a accès ou doit avoir accès. Et justement, parce que la femme n'a pendant longtemps pas eu accès à sa partie ou à sa part, on va dire, que maintenant, avec les accords internationaux qui ont été mis en place, que la Côte d'Ivoire a ratifié, qui sont entrés dans notre ordonnancement juridique, on vient récupérer ce qui nous revient de droit, mais sans forcément prendre la part des hommes. Et comme en fait, on va dire qu'ils ont toujours eu cette part, on a tendance parfois à penser que les femmes viennent diminuer cette part. Sinon, au fond, moi, je réclame par exemple le droit à la vie. Est-ce que mon droit à la vie touche au droit à la vie de l'homme? Non. Je réclame par exemple un accès à un salaire égal. Mon salaire égal ne va pas empiéter sur le salaire égal de l'homme. C'est clair. Voilà. Donc, ce sont des droits qui existent, mais pour lesquels ceux de la femme ont longtemps été niés dans certains domaines, et parfois ça continue. Donc, avec le 8 mars, on est là pour permettre aux gens de se rendre compte que finalement, il faut qu'ils nous aident pour que tout le monde soit, on va dire, heureux.
En harmonie avec tout le monde, C'est cela. surtout. En tout cas, merci pour ce que vous êtes en train de dire. Hein. Ça approfondit nos connaissances. Et puis, bon, moi, ça me permettra de dormir un peu plus intelligent aujourd'hui. Alors, côté, on va continuer à parler de ça. On va parler maintenant de pratique. Hein. D'accord. On a fait un peu de théorie et tout. Pour la pratique, on aura certaines situations à vous proposer. Vous allez nous donner les réponses. Raïssa est titulaire d'un BPC et veut postuler dans une grande banque de la place. Elle veut surtout occuper un poste de direction parce qu'elle a entendu dire que le droit des femmes leur garantit l'accès au travail. Qu'est-ce que cela implique? Alors déjà, Raïssa fait une mauvaise application de la loi ou des textes sur le droit des femmes. Ça peut arriver même du côté des femmes. Bien sûr, Ouais. bien sûr, ça arrive tout le temps. Donc, avec la loi ou le droit des femmes, on a accès à un travail. C'est un droit qui est garanti, c'est même repris par les objectifs de développement durable. Et également, tout le monde est censé être traité de manière équitable. Okay. Seulement, on est traité de manière équitable sur la base du diplôme qu'on présente. Bien sûr. L'accès au travail, d'accord, c'est un droit garanti, mais on ne va pas non plus donner un travail à Raïssa qu'elle ne mérite pas. Un BPC, vouloir travailler à la BAD, ce n'est pas mauvais. Il peut avoir des emplois ouverts pour ce niveau d'études-là. Oui. Mais si elle veut un poste de direction, ça sera vraiment compliqué parce que pour avoir un poste de direction, il faut aller jusqu'à un certain niveau d'études. Bien sûr. Donc, cette compréhension de la loi par Raïssa est erronée. L'accès au travail signifie qu'on ne doit pas empêcher quelqu'un de venir travailler sous prétexte que c'est une femme. C'est surtout ce qu'il faut comprendre. Donc, l'accès au travail est ouvert dès lors qu'on a des compétences nécessaires pour pouvoir exercer ce travail. Si c'est un concours, on doit pouvoir l'ouvrir autant aux hommes qu'aux femmes. Bien. Si c'est une situation, une sorte d'appel d'offres, on ne doit pas limiter cet appel d'offres-là seulement aux hommes. Il faut pouvoir l'étendre de sorte à ce qu'il n'y ait pas de discrimination. Donc, Raïssa, pour cette situation-là, elle ne pourra pas aller à la BAD avec son diplôme qu'elle présente Oui. pour un poste de direction, mais elle pourra avoir accès à toutes sortes d'emplois ouverts pour son niveau d'études. En tout cas, merci beaucoup pour ces indications. On va donner un deuxième sujet. Voilà. Pour Didier, les droits des femmes ne concernent que les femmes lettrées. Et de fait, les hommes et les femmes analphabètes ne devraient pas s'y intéresser. A-t-il raison? Non. Non, il n'a pas du tout raison, parce que les droits de la femme ne concernent pas qu'une catégorie de femmes. C'est vrai qu'au début, on a dit que c'était des droits catégoriels, mais catégoriels parce que ça touche à l'ensemble des femmes. Et tout le monde, malheureusement, n'est pas forcément lettré. Et il y a des personnes qui sont encore analphabètes. Oui. Ce n'est pas pour autant qu'on va les écarter de l'accès aux droits. Le but, c'est justement de leur permettre d'être formés et que dans cette condition-là, ces personnes-là puissent avoir un traitement équitable, un traitement égal. Donc, la femme analphabète doit pouvoir recevoir une formation, un accompagnement, ce qui est nécessaire justement pour lui garantir le droit à la vie. Et la formation, l'éducation n'est pas le seul aspect des droits des femmes. Il y en a toute une palette que vous avez présentée aussi tout à l'heure. Donc, une femme, dire que parce qu'elle est illettrée ou analphabète, elle ne peut pas avoir accès aux droits des femmes, c'est très erroné, c'est très mal perçu. Oui. Malheureusement, beaucoup de personnes le pensent, mais ça ne devrait pas être le cas. Le droit des femmes, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le droit pour toutes les femmes. Et c'est comment contribuer à la valorisation de la femme, à son traitement équitable de manière légale dans la société, à comment est-ce qu'elle est perçue par tout le monde, peu importe son niveau d'études, son niveau d'éducation, il faut que toutes les femmes puissent avoir accès à leurs droits. Bien sûr, tout le besoin de formation, vous l'avez signifié. Moi, j'en profite pour saluer toutes les associations féminines que nous avons en Côte d'Ivoire, toutes ces associations vraiment qui se battent pour l'émancipation de la femme, mais surtout pour la bonne compréhension de ce sujet. Un autre sujet, donc, Marius refuse à sa femme le droit de travailler. Il ne veut pas non plus que ses filles fassent de longues études, on en a parlé tout à l'heure. Il veut par ailleurs que ces décisions ne soient pas discutées. Ces filles ne sont pas d'accord. Qu'est-ce qu'elles doivent faire? Que faire? Alors, pour ma part, quand on parle de longues études, je suppose qu'on parle d'aller après le bac. Après le bac. Après même le BTS? Le BTS, au moins troisième cycle. Bien sûr. Au deuxième cycle, troisième cycle d'études supérieures. Oui. Donc déjà, à mon avis, si ces filles ont passé qu'elles sont majeures,
elles ont 18 ans révolus. Oui. En principe, à 18 ans révolus, on n'a pas besoin de l'accord de ses parents pour continuer ses études. Maintenant, peut-être pour le Quoique ça financement. existe. Voilà. À 18 ans révolus, on est majeur. Oui. À 18 ans, on est majeur. Quand on le fait, quand on demande l'accord des parents, c'est surtout pour Une certaine orientation. orientation, par conscience morale, par politesse, parce qu'on les respecte et tout. Donc, légalement, il ne peut pas s'y opposer. Peut-être que en ce qui concerne les fonds, elles vont manquer de fonds pour pouvoir financer leurs études. Je prends un exemple. Allons-y. Une jeune femme a eu le bac à 18 ans. Elle est déjà majeure. Au niveau de l'université, on ne va pas lui demander une autorisation parentale. Par contre, pour celui qui vient à 16 ans, quand on remplit les fiches d'inscription, on va lui demander une autorisation parentale parce que justement, cette personne est considérée comme mineure. Donc, en étant majeur, le père ne peut pas s'y opposer. Par contre, si elles sont comme mineures, il a l'obligation, dans ce cas-là, de contribuer à leur éducation. Et c'est prévu par la loi sur la question de l'autorité parentale. Il est tenu de tout faire pour contribuer à l'éducation de l'enfant jusqu'à ce que l'enfant puisse atteindre la majorité. C'est là qu'il a son obligation. Au-delà, c'est vraiment une question de société. C'est une question de conscience morale et tout. Donc, ce qu'elles peuvent faire si elles sont majeures, c'est peut-être aller sur la base du conciliabule, mais au fond, elles n'ont pas forcément besoin de l'accord de leurs parents. Je ne dis pas ça pour emmener les filles à se rebeller contre leurs parents, non. Okay. Mais c'est seulement qu'au regard de la loi, à 18 ans, on est majeur. À 18 ans, on est libre. À 18 ans, on a le droit de prendre ses décisions. Donc, à un moment donné, il faut le faire, il faut trouver... Par exemple, j'ai vu qu'hier, il y avait la présidente du CNDH ici. Oui. Donc, par exemple, au niveau du CNDH, ils font des sortes de plaidoyers pour pouvoir mettre les personnes, faire des règlements amiables. Donc, ce sont des institutions auprès desquelles on peut se tourner pour trouver des sortes de conciliabules entre les parents et les enfants, puisque justement, les enfants sont majeurs et que le parent n'a vraiment pas d'implication forte dans cette décision. Oui. Maintenant, ce qui concerne la liberté professionnelle de son épouse, parce que là, j'ai vu qu'il s'y opposait, la loi garantit, surtout la loi sur le mariage, depuis 2019, a été vraiment renforcée. Donc, il y a une égalité professionnelle entre l'homme et la femme dans le couple. Ils sont libres d'exercer la profession de leur choix. Elle peut saisir le juge parce que justement, enfin, ce n'est pas à elle de saisir le juge. Bien sûr. C'est plutôt à lui de saisir le juge pour démontrer que l'activité professionnelle que son épouse mène est contraire à l'intérêt de la famille. Et si c'est avéré, le juge va prendre une décision qui interdira l'exercice de cette activité. Bien sûr. Mais tant que ce n'est pas fait, il n'y a pas de possibilité faite. Donc, elle est libre d'exercer son activité. De faire ce qu'elle veut.